Le jour où elle a rendu son badge à un officier qui regardait au-dessus de sa tête, il lui restait 90 € pour acheter un cylindre de tôle rouillé et rien d'autre qui lui appartenait vraiment. Une chienne blessée l'attendait au bord d'une route de montagne, couchée dans le fossé. Elle s'est levée en grondant quand Solène s'est approchée et elle ne l'a plus quittée, comme si elle avait compris, avant même qu'on le lui dise, que ces deux-là n'avaient nulle part ailleurs où aller. On lui avait retiré son grade, son nom sur les registres, et la confiance de ceux qu'elle avait couverts de son corps pendant des années. Une tour abandonnée et des ronces, a murmuré son ancien commandant. Qu'elle aille voir ce qu'elle en fait. Mais dans ce silo que personne ne voulait, ses mains d'ingénieur ont senti quelque chose que les autres n'avaient pas su voir. Et ce qu'elle a construit à 12 mètres de hauteur, dans le silence d'une montagne qui se moquait de ses titres, a fini par ébranler ceux qui l'avaient condamnée et par donner un foyer à bien plus qu'elle seule. Si vous avez déjà continué à bâtir quand tout le monde vous regardait tomber, cette histoire vous appartient. Restez jusqu'au bout, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle est la chose qu'on a essayé de vous prendre et que vous avez gardée quand même. La salle sentait la cire froide et la poussière d'été. Solène Morel était assise au troisième rang, dos droit, mains posées à plat sur ses genoux, et elle regardait le mur du fond parce que c'était le seul endroit de la pièce où personne ne la regardait en retour. À sa gauche, le commandant Faucher avait posé ses mains sur la table avec ce geste de propriétaire qu'il avait dans toutes les réunions, comme si les surfaces lui appartenaient. Il parlait depuis 20 minutes. Sa voix était calme, précise, celle d'un homme qui a répété son texte. Le tribunal militaire du camp d'Oussard était une salle rectangulaire sans fenêtre, avec un faux plafond et des néons qui bourdonnaient. 3 colonels en uniforme, un greffier, 2 avocats. Et dans les rangées derrière Solène, les membres de son ancien escadron, assis au garde-à-vous comme si leur immobilité prouvait quelque chose. Fauché expliquait que le rapport de sécurité sur le pont de campagne avait été falsifié. Il expliquait que la signature était celle du sergent Morel. Il expliquait que l'intégrité de l'armée reposait sur la confiance dans les documents techniques. Sa voix ne montait pas, ne descendait pas. Il citait des numéros de page, des références de protocole. Il avait le visage de quelqu'un qui croit sincèrement ce qu'il dit, ou qu'il a cru assez longtemps pour que ça devienne pareil. Solène n'avait pas falsifié ce rapport. Elle avait au contraire signalé l'erreur de calcul dans le rapport initial de Faucher, un pont sous-dimensionné pour le poids des véhicules blindés, et elle l'avait fait par écrit, avec copies au commandement. Faucher avait eu 6 mois pour comprendre ce que cette copie signifiait pour sa carrière. Elle tourna imperceptiblement la tête. Nadia Kessler était au deuxième rang, côté droit. Elles s'étaient connues à l'école d'application, partageaient les mêmes tentes, les mêmes nuits de garde, les mêmes boîtes de conserve froides à 3 heures du matin dans le Larzac. Nadia regardait ses propres mains. Elle ne leva pas les yeux. Elle ne les leva pas une seule fois en 2 heures. Le colonel-président posa sa question. Y avait-il des témoins qui souhaitaient se contester les éléments présentés par le commandant? Silence. Solène attendit 3 secondes de trop, comme on attend qu'une porte s'ouvre. La porte ne s'ouvrit pas. Elle dit qu'elle n'avait rien à ajouter à ce qu'elle avait déposé par écrit. Le verdict fut rendu en fin de matinée. Radiation. Perte du grade de sergent. Interdiction de porter l'uniforme. Le colonel lut le texte d'une voix neutre, comme une météo. Solène signa les documents qu'on lui tendait. Elle rendit son badge. Elle reprit son sac militaire, le seul bagage qu'elle avait apporté, et elle traversa le couloir qui menait à la sortie. Dehors, sur le perron de béton, 3 soldats de son ancien escadron fumaient. Ils la regardèrent passer. Personne ne parla. Le caporal Rennes détourna les yeux en premier. Les 2 autres le suivirent. Solène descendit les marches et traversa le parking sans se retourner. Le soleil de septembre était haut et blanc sur les préalpes. Elle posa son sac dans le coffre de sa voiture. Elle s'assit au volant. Elle mit le contact. Elle roula. Elle s'arrêta 2 heures plus tard sur une aire d'autoroute près de Valence, entre un camion frigorifique et une famille qui mangeait des sandwichs sur un capot. Elle coupa le moteur et resta là. Le bruit de l'autoroute entrait par la vitre entr'ouverte, régulier, indifférent. Elle ouvrit la boîte à gants.
Sa médaille d'ingénieur était là, dans son écrin de plastique bleu, une petite chose brillante qui n'avait plus de nom attaché à elle. Elle la prit entre ses doigts, la retourna, sentit le relief des lettres gravées. Puis elle la rangea au fond de son sac militaire, sous les chaussettes de rechange et le carnet de terrain. Cette nuit-là, elle dormit dans la voiture, siège incliné à 60 degrés, avec le bourdonnement du groupe électrogène d'un camion pour berceuse. Elle rêva du pont. Elle rêva de l'eau verte en dessous, de la structure qui tenait parce qu'elle l'avait calculée juste, et des visages de ceux qui l'avaient regardé partir. Dans le rêve, elle criait quelque chose, mais aucun son ne sortait. Elle se réveilla à 4 heures du matin avec les mains crispées sur rien. Elle n'essaya pas de se rendormir. Au matin, elle avait une certitude, une seule, nette comme un trait de crayon sur du papier propre. Elle ne demanderait rien à aucun d'entre eux. Jamais. Plus. 3 jours plus tard, elle était à Crest. C'était une petite ville de la Drôme, avec une tour médiévale qui dominait les toits et un marché du samedi qui sentait le melon et le thym. Solène n'avait pas choisi Crest, elle avait juste roulé vers le sud jusqu'à ce que la route change de couleur et que l'air sente les pins. Elle s'installa dans un café au bord de la place, commanda un café et 2 croissants, et elle lut le journal local parce qu'il y en avait un sur la table et qu'elle avait besoin de regarder autre chose que la vitre. L'annonce était au bas d'une page intérieure, entre une proposition de cours de poterie et la vente d'un congélateur. 8 lignes encore 8. Silo à grains, construction année 1960, état brut, structure acier, hauteur 12 mètres, parcelle attenante 400 m², commune de Sainte-Roche-du-Vercors. Prix 90 €. À enlever du paysage. Solène relut 2 fois. 90 €. Enlevé du paysage. Elle but son café, plia le journal en 4 avec l'annonce visible et le glissa dans la poche de sa veste. Elle trouva Sainte-Roche-du-Vercors au bout de 40 minutes de route de montagne, un hameau de 40 âmes accroché au flanc et du Vercors, entre des falaises de calcaire blanc et des forêts de pins noirs. La route principale était aussi la rue principale, avec une mairie de 2 pièces, une épicerie fermée le mardi et un arrêt de car sans abri. Les maisons étaient en pierre, les volets en bois, les jardins pratiques. Rien de touristique, rien de décrépit non plus. Juste un endroit qui existait pour lui-même depuis longtemps. Elle suivit les indications d'un homme âgé qui lui fit signe depuis son portail et prit un chemin de terre vers le nord. Le silo apparut au bout de 200 mètres, derrière un rideau de ronces. Cylindre de tôle rouillé, 12 mètres de haut, cerclé à la base par une végétation qui avait eu le temps de prendre ses aises. La rouille avait travaillé longtemps, mais régulièrement, et le métal avait pris cette couleur de terre cuite profonde qu'on voit sur les bâtiments oubliés mais pas effondrés. Solène descendit de voiture et resta à 5 mètres, à regarder. Son œil d'ingénieur travaillait tout seul, comme un réflexe. La verticalité était parfaite, aucun affaissement latéral. Les cerclages horizontaux, une dizaine sur toute la hauteur, avaient rouillé en surface, mais les boulons tenaient. L'orientation, plein sud, ce qu'elle vérifia avec sa boussole de terrain, encore dans sa poche. L'ouverture d'accès au bas était condamnée par une planche de bois qui se souleva d'un coup sec. Elle entra. À l'intérieur, l'odeur de pigeons et de vieilles poussières de grains. Le sol était couvert de fientes, de plumes, de débris de nids. La lumière entrait par les joints rouillés et par une ouverture circulaire au sommet, et dans cette lumière diffuse, Solène leva les yeux et vit le volume. Un cylindre parfait, 9 mètres de diamètre intérieur, 12 de hauteur. L'orientation sud-est permettrait d'ouvrir des fenêtres en façade sans perdre la chaleur du matin. La structure métallique intérieure, des rangs d'anneaux soudés sur la paroi, pouvaient servir de support. Elle fit le tour à pas lents, posa la paume sur la tôle qui vibrait légèrement sous la chaleur du dehors. Elle compta ses pas. Elle calcula mentalement. Quand elle ressortit, un homme l'observait depuis la clôture du mas voisin à 40 mètres. 70 ans, peut-être plus, des bras de travailleur, une casquette usée enfoncée sur des cheveux blancs. Il la regardait sans s'excuser de regarder. Elle marcha jusqu'à lui. Il ne dit rien jusqu'à ce qu'elle soit à 3 mètres. C'est pas un endroit pour une femme seule, ça.
Il disait ça sans malveillance, comme une observation météorologique. Solène le regarda une seconde. Vous êtes le propriétaire? Il secoua la tête. Mon voisin, parti à Valence il y a 10 ans. Elle hocha la tête et retourna à sa voiture pour prendre son carnet. Et elle signa l'acte de vente chez le notaire de Sainte-Roche le lendemain matin. Le notaire, un homme rondelet qui semblait trouver la transaction à la fois légale et déconcertante, lui remit les clés d'un portail qui n'avait plus de serrure. En sortant, elle fit le tour par le chemin de terre, s'arrêta devant le silo, posa sa main à plat sur la tôle tiède. La rouille était douce sous les doigts, comme de la poudre de brique. Elle dit à voix très basse pour elle seule et pour le métal, « Toi aussi on t'a acheté. On va voir ce qu'on vaut. » Les premiers jours furent des physiques et silencieux. Solène dormait dans un hamac accroché aux 2 anneaux les plus hauts de l'intérieur du silo, à 3 mètres du sol, avec le bruit du vent qui jouait sur la tôle comme sur un instrument. Elle se réveillait avant l'aube, descendait, se lavait au ruisseau qui longeait la parcelle, et attaquait. Le nettoyage d'abord, seau d'eau, brosse métallique, pelle pour les fientes et les débris accumulés. Ensuite, les réparations d'urgence. 2 zones de tôle percées au niveau des cerclages du bas, qu'elle reboucha avec des plaques de récupération soudées au chalumeau louées au magasin de matériaux Adi. Elle avait peu d'argent. L'indemnité de radiation, quelques économies, de quoi travailler 6 mois si elle ne gaspillait rien. Elle ne gaspillait rien. Le café qu'elle buvait le matin était fait sur un réchaud de camping. Les outils venèrent des brocantes et des ventes de grange. Elle apprit rapidement à quel moment de la semaine les déchetteries de la communauté de communes acceptèrent les dépôts, et elle y trouva des tuyaux PVC, des bidons, une pompe manuelle, 2 poulies. C'est en rentrant d'une brocante à Aoste-sur-Siey, un mardi, qu'elle vit la chienne. Elle était au bord de la départementale, à 2 kilomètres de Sainte-Roche, dans le fossé herbeux. Une malinois, jeune, maigre à faire mal, avec un pelage fauve mêlé de boue séchée et une patte avant gauche qui pliait dans le mauvais sens. Elle grondait dès que la voiture s'arrêta, un grondement bas, continu, qui disait « Je suis encore debout, mais à peine ». Elle ne mordit pas quand Solène s'accroupit et tendit la main, paume en bas, à 20 centimètres. Elle renifla. Elle gronda encore une fois, puis elle s'arrêta. Solène fit une attelle avec une latte en bois trouvée dans le coffre et du ruban adhésif toilé. Ce n'était pas beau, mais c'était stable. Elle souleva la chienne avec précaution, la posa sur la couverture de survie dépliée sur le siège arrière. La chienne posa son museau sur ses pattes de devant et ferma les yeux pendant tout le trajet. Dans le silo, Solène aménagea un coin avec la couverture en laine qu'elle gardait pour les nuits froides, y installa la chienne et alla chercher un bol d'eau et les restes de son dîner de la veille, quelques tranches de pain et du fromage. La chienne mangea lentement, avec le sérieux d'un animal qui a compris que la nourriture n'est pas garantie. Solène resta assise à côté et la regarda sans rien dire. Elle chercha pendant 2 jours un nom qui convenait. Elle pensait à des noms de code militaire, à des noms latins, à des noms courts et sonores. C'est en regardant la chienne regarder par l'ouverture du silo, la lumière du matin sur son museau fin, qu'elle pensa à Fleur. Ce n'était pas un nom de chien militaire, c'était un nom absurde pour une malinois. C'était précisément pour ça qu'elle le choisit. La première chose vivante à rester auprès d'elle de son propre mouvement méritait un nom qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait. Fleur guérit vite, avec l'entêtement des chiens qui n'ont jamais appris qu'il était permis d'être en mauvaise santé longtemps. Au bout d'une semaine, l'attelle était inutile. Au bout de 10 jours, elle trottait dans le silo, reniflait chaque angle, revenait toujours finir contre les jambes de Solène. La nuit, elle dormait en travers des pieds du hamac, et Solène se réveillait parfois en sentant le poids chaud et régulier de sa respiration. Un matin, à 4 heures, le cauchemar revint. Le pont, les visages, le silence de Nadia. Solène se redressa d'un coup dans le hamac, le cœur à 130, les mains cherchant quelque chose à tenir. Fleur était déjà là, debout sur ses pattes de derrière, le museau pressé contre la main de Solène, tiède et lourd et réel. Solène garda la main là un long moment. Elle ne dit rien. Fleur non plus. Quelques jours plus tard, Solène aperçut Hugo Bertin depuis le haut du silo, qui l'observait par-dessus la clôture.
Il regardait Fleur qu'elle portait pour ne pas que la pâte fraîchement guérie force sur le terrain inégal. Il regardait avec cette expression qu'ont les vieux paysans quand quelque chose les surprend, mais qu'ils ne veulent pas le montrer. Le lendemain matin, en descendant au ruisseau, elle trouva posé sur une pierre plate un bidon en plastique, rempli de lait frais et un bout de papier plié. Elle déplia le papier. Il y avait écrit, d'une écriture serrée et penchée, pour la petite. Elle regarda le mas voisin. Pas de signe. Elle prit le bidon. Fleur but le lait avec l'enthousiasme d'une chienne qui a décidé que les bonnes choses devaient être savourées vite, avant qu'elles disparaissent. Solène but son café et déplia le cahier de terrain. Elle avait passé 2 nuits à dessiner les plans sur du papier craft étalé au sol du silo, à la lampe frontale, avec Fleur couchée contre sa cuisse. L'idée s'était formée en plusieurs jours, par accumulation, la façon dont les idées d'ingénieurs arrivent, pas en bloc mais en couches, une contrainte à la fois. Le volume cylindrique du silo offrait quelque chose qu'aucun bâtiment rectangulaire ne donnait. Une paroi interne continue, sur 360 degrés, du sol au sommet. Si l'on fixait des gouttières en spirale montante sur cette paroi, en pente douce et régulière, on obtenait une surface de culture verticale qui exploitait chaque mètre carré d'espace intérieur. Un circuit d'eau fermée, alimenté par la pompe solaire et le dénivelé du ruisseau, ferait circuler la solution nutritive du bas vers le haut par gravité inversée et la redescendrait par capillarité. L'ouverture au sommet et 4 fenêtres taillées à l'est donneraient la lumière du matin. La chaleur stockée par la tôle le jour serait restituée la nuit. Elle calcula les charges. Elle calcula les débits, les pressions, les pertes en ligne. Elle dessina les coupes, les élévations, les détails d'assemblage. Ses mains travaillaient vite et sans hésitation, et c'est seulement quand elle posa le crayon pour étirer ses doigts qu'elle réalisa que ses mains ne tremblaient plus. Depuis le tribunal, elle tremblait légèrement le matin, une chose minuscule qu'elle ignorait en serrant les dents, mais elle tremblait. Là, sur le papier craft couvert de cotes et de flèches, elles étaient instables. Elle les regarda une seconde. Elle reprit le crayon. Les matériaux arrivèrent sur 3 semaines. Des tubes PVC de 100 mm récupérés sur un chantier abandonné à Grane, 22 bidons de 40 litres trouvés à la déchetterie de Crest, une pompe solaire achetée d'occasion à un maraîcher qui convertissait son système. Elle coupa, assembla, sonda, ajusta. Le premier étage de gouttière prit forme sur la paroi intérieure. Spirale régulière, pente de 2% vers la droite, support soudé aux cerclages existants. Puis le deuxième, puis le troisième. Elle travailla à mi-hauteur sur un échafaudage fait de planches et de bois de palette. Fleur en bas qui la regardait avec la concentration professionnelle d'un Malinois qui comprend qu'on travaille sérieusement. Un matin, Hugo passa. Il dit qu'il passait par hasard. Le chemin ne menait nulle part ailleurs que chez Solène, ils le savaient tous les deux. Il entra dans le silo et resta debout au centre, la tête levée, regardant la spirale de gouttières qui montait autour de lui. Il ne dit rien pendant 3 minutes entières. Solène continuait à travailler sur sa connexion de tuyaux, dans le fond, sans forcer la conversation. Puis Hugo fit un petit bruit dans la gorge, le genre de bruit qui précède une décision difficile. Ton grand-père aurait compris ce truc, lui. Moi, j'y comprends rien. Mais c'est beau. Il repartit sans attendre de réponse. Solène regarda la porte vide un instant. Elle remit son masque de soudure. Les premiers semis arrivèrent dans des sachets en papier, commandés à un fournisseur horticole de Romans-sur-Isère. Basilic, menthe, ciboulette, roquette, micro-pousses de radis et de tournesol. Solène prépara le substrat, un mélange de billes d'argile et de laine de roche récupérée, et planta les graines dans les gouttières remplies, rangées par rangées, avec la méthode et la rigueur d'une opération de déminage. Elle parlait aux graines à voix basse, ce qu'elle ne se serait jamais avoué à voix haute. « Vous avez intérêt à pousser, j'ai fait les calculs. » La nuit du 14 au 15 octobre, le Vercors se souvint qu'il était une montagne. L'orage arriva à 1h du matin. Solène dormait dans son hamac quand le premier coup de vent secoua le silo entier. Un son de caisse de résonance géante, suivi d'un craquement haut sur la paroi. Elle fut debout en 2 secondes, Fleur déjà aux aguets à ses côtés.
La pluie commençait, d'abord en coups isolés sur la tôle, puis en masse, un bruit de rivière. Elle attrapa sa lampe frontale et grimpa voir. La zone faible était au nord-ouest, un pan de tôle entre deux cerclages qu'elle avait noté sans avoir encore pu le renforcer, trop occupée à finir le circuit hydraulique. Le vent du Vercors, ce vent local que les habitants appellent le vent du couloir, s'engouffra là avec la précision d'un outil. Elle entendit le métal se déformer avant de le voir. Puis le pan céda, pas en tombant mais en s'ouvrant, pliant sur lui-même comme une page, et l'eau entra en diagonale. Elle descendit en courant, sortit les bâches de la réserve, essaya de couvrir les gouttières du niveau le plus bas. Inutile. L'eau était partout. L'intérieur était une cascade. La pompe se mit à tout sauter puis s'arrêta. Elle travailla 2 heures sous la pluie et la boue, les mains dans l'eau froide, les genoux dans la fange, et à 3 heures du matin, elle s'assit dans la boue à l'extérieur, fleurs collées contre elle, et elle regarda le trou dans la paroi. L'eau qui coulait encore, les gouttières du premier niveau affaissées sous le poids. Elle n'avait pas pleuré au tribunal. Elle n'avait pas pleuré dans la voiture sur le parking d'autoroute. Elle ne pleurait pas maintenant. Mais elle s'assit là, dans la boue froide, sous la pluie qui diminuait, et pour la première fois depuis des mois, elle laissa une pensée qu'elle avait repoussée chaque matin revenir complètement. Peut-être qu'elle était maudite. Peut-être que tout ce qu'elle touchait se retournait contre elle, le pont, le rapport, le silo, et peut-être que ce n'était pas la faute de Fauché ou de la pluie, mais quelque chose en elle qui cassait les choses. Fleur posa sa tête sur ses genoux. Solène ferma les yeux et resta là jusqu'à l'aube. Au matin, elle entendit le tracteur. Hugo arriva à 7 heures, son vieux Massey Ferguson cahotant sur le chemin de terre, avec dans la remorque des bâches bleues pliées, 2 rouleaux de câbles et son petit-fils en visite pour le week-end. Un garçon de 20 ans qui avait l'air d'avoir appris à travailler avant d'apprendre à parler. Hugo descendit, regarda le silo, regarda la brèche dans la paroi, regarda la boue. Il ne dit pas « c'est grave », ni « ça va aller », ni « je l'avais prévu ». Il prit une bâche et marcha vers le silo. Son petit-fils suivit. Solène resta une seconde immobile et comprit qu'il y avait des formes d'aide qui ne demandaient pas de réponse, qui n'exigeaient pas qu'on dise merci ou qu'on explique comment on en était arrivé là. Elle prit l'autre bâche et marcha derrière eux. Ils travaillèrent toute la journée. Hugo connaissait le Vercors et ses vents, il lui expliqua, en peu de mots et avec ses mains, comment ancrer la tôle de remplacement pour qu'elle tienne contre le vent du couloir. Des câbles en croix sur la face extérieure, fixés au cerclage au-dessus et en dessous. Pas de rigidité, mais de flexibilité dirigée. Le vent veut pousser. Tu lui donnes un chemin. Il arrête de chercher le trou. Solène écouta, mesura, adaptait ses plans. La version 2 du silo était différente de la première. Elle était mieux. En fin d'après-midi, Fleur disparut 10 minutes et revint avec quelque chose dans la gueule. Elle le déposa aux pieds de Solène avec la solennité des chiens qui offrent des trophées. C'était un panneau émaillé, 30 cm sur 20, à moitié recouvert de boue. Fond blanc, lettres bleues foncées, Coopérative agricole de Brémont, 1962. La peinture était craquelée mais lisible. La chienne l'avait trouvé dans les débris que la crue avait ramenés dans le bas du chemin. Solène le nettoya à l'eau du ruisseau, les doigts sur les lettres. Elle fixa le panneau au-dessus de l'entrée du silo, à hauteur d'œil, avec 2 boulons. Ça ressemblait à un blason, ça ressemblait à une histoire. 5 semaines passèrent. Les plants montèrent. Le basilic d'abord, comme toujours, vif et insolent, les feuilles larges et luisantes qui sentèrent l'été à 2 mètres. Puis la menthe, par vagues, le long des gouttières du 2e niveau. Puis les micro-pousses, un tapis vert tendre qui couvrit les bacs du niveau bas en 10 jours et ne s'arrêta plus. Solène faisait ses relevés chaque matin, notait les hauteurs, les couleurs, l'état des racines. Elle ajustait la solution nutritive, modifiait la pente d'un tuyau, déplaçait un bac pour améliorer l'exposition. Le silo vivait. Hugo la trouva un matin assise entre les gouttières du rez-de-chaussée, la première touffe de basilic dans une main, les yeux fermés, le nez plongé dedans. Il attendit. Elle rouvrit les yeux, le vit,
ne dit rien. Il dit, après un moment, « Il y a le marché samedi. » Elle dit qu'elle n'avait pas beaucoup de stock. Il dit, « Assez. » Elle prépara les barquettes le vendredi soir. Des petites boîtes transparentes récupérées chez le traiteur de Die, garnies de papier craft, avec une étiquette faite à la main au marqueur noir. Basilic de silo, menthe sauvage, micro-pouce. Elle hésita sur le nom. Elle pensa à quelque chose de neutre, quelque chose qui ne disait rien. Puis elle écrivit, sur l'étiquette la plus grande, « L'atelier du silo ». Elle ne savait pas encore si c'était un nom ou juste une description. Le marché de Sainte-Roche se tenait sur la petite place devant la mairie, une douzaine d'étals sous des parasols rayés. Légumes du jardin, fromage de chèvre, miel, pain au levain. Solène arriva avec sa glacière isotherme et son carton de barquette et installa son espace sur la moitié d'une table prêtée par le boulanger voisin. Fleur s'assit à côté de l'étal avec l'autorité naturelle d'un chien qui a décidé que c'était son poste. Les premières réactions furent sceptiques. Une femme en gilet polaire reniflait les barquettes en disant qu'elle préférait les herbes du jardin. Un homme au béret renversé demanda ce que c'était que ce machin de micro-pouce. Il avait jamais vu ça. Solène expliquait, brièvement, sans argumenter. 2 barquettes de basilic partirent, puis une de menthe. Le reste restait là. C'est la femme aux yeux verts qui changea la journée. Elle arrivait de Die, son tablier de cuisine sous le manteau, et elle parcourut l'étal d'un regard professionnel. Elle prit une micro-pouce de tournesol, la croqua, fronça les sourcils de concentration. Elle en prit une autre. Elle goûta le basilic, ferma les yeux une demi-seconde. Elle dit « C'est du silo, vraiment ?» Solène dit oui. La restauratrice dit qu'elle voulait 3 barquettes de chaque pour tester sur sa carte du soir. Et si ça marchait, elle rappellerait pour une commande régulière. Elle prit la carte que Solène n'avait pas encore imprimée et nota son numéro sur un bout de papier. Sur le chemin du retour, Solène s'arrêta à mi-pente. Le Vercors était là devant elle, les falaises blanches dans la lumière de fin de matinée, les forêts de pins qui descendaient vers la vallée. Fleur marchait à son côté sur le chemin de terre. Elle avait vendu 19 barquettes et une commande en attente. Ce n'était presque rien. C'était quelque chose. Une voix d'enfant derrière elle. « Hey !» Elle se retourna. Une petite fille de 8 ans environ courait sur le chemin, tresse volante, les genoux écorchés de quelqu'un qui ne fait pas attention où elle saute. La petite fille de Hugo, elle l'avait vue de loin 2 ou 3 fois. Agathe. Elle s'arrêta à 2 mètres, hors d'haleine, et regarda Fleur avec une intensité qui aurait pu faire peur à un chien moins solide. « C'est votre chien ?» Solène dit oui. Agathe s'accroupit devant Fleur, qui renifla ses mains et accepta la caresse derrière les oreilles avec dignité. « T'étais soldat pour de vrai ?» dit Agathe sans lever les yeux de la chienne. Solène dit oui. « Tu sais tirer ?» Solène dit oui. Agathe hocha la tête, très sérieuse, comme si cette information confirmait quelque chose d'important. Solène sourit. Elle n'avait pas souri depuis des mois et ça fit un drôle d'effet, comme un muscle qu'on pensait avoir perdu. Ce soir-là, dans le silo, Solène trouva une enveloppe sous la porte, réexpédiée par l'administration militaire, tampon de Doussard, écriture qu'elle reconnut avant même d'avoir retourné l'enveloppe. L'écriture de Nadia, ronde et régulière, avec les affermés comme elle les faisait à l'école d'application. Elle tint l'enveloppe un long moment. Fleur était couchée à ses pieds et la regardait. Le feu du petit poêle que Solène avait installé dans l'angle craquait doucement. Elle déchira l'enveloppe en 2, puis en 4, sans l'avoir ouverte, et jeta les morceaux dans le feu. Ils brûlèrent vite, les bords qui noircissaient et se recroquevillaient. Elle regarda jusqu'à ce que tout soit cendre. Elle n'était pas prête, et c'était son droit de ne pas être prête. La semaine suivante, un mardi matin, Solène reçut la convocation. La mairie de Sainte-Roche-du-Vercors, 2 pièces au rez-de-chaussée d'une maison de pierre, avait des rideaux de dentelle aux fenêtres et une photo du président encadrée au mur. Le maire Lucien Drey était un homme de 55 ans au visage de fonctionnaire honnête, les cheveux blancs, bien coiffés, la cravate serrée même pour une réunion dans une mairie de 40 habitants. Il attendait derrière son bureau avec un dossier.
Il dit les choses posément, sans cruauté, mais sans douceur non plus. Le silo de Brémont avait été signalé par un tiers comme présentant des risques structurels. La mairie avait mandaté un relevé d'inspection. L'arrêté de mise en demeure était prêt, bâtiment classé insalubre, délai de 60 jours pour démolir ou mettre aux normes selon le code de la construction. Les coûts de mise aux normes officielles, il les avait fait estimer 80 à 100 000 euros minimum. Il posa les feuillets sur le bureau face à elle. Solène regardait les documents. Ses mains étaient posées sur ses genoux, sous la table. Lucien Drey continuait. Il disait que les structures métalliques non réhabilitées officiellement représentaient un risque pour la commune, que des gens habitaient à proximité, qu'il comprenait sa démarche mais que les règles étaient là pour tout le monde. Il s'arrêta et ajouta avec le ton de quelqu'un qui s'autorise à dire une chose de trop. Votre situation personnelle est particulière. Il me semble que vous traversez une période difficile. Les gens qui arrivent ici dans des situations instables ont parfois du mal à évaluer ce qui est réaliste. Il voulait parler de son passé militaire. On lui avait dit quelque chose ou il avait cherché. Solène sentit quelque chose de chaud monter dans sa gorge, une montée précise et désagréable qu'elle connaissait bien. Elle serra les mains sur ses genoux. Elle dit, d'une voix qui ne montait pas, « Je prends note de l'arrêté, monsieur le maire. Je reviendrai dans 15 jours. » Elle sortit dans la rue. L'air froid du Vercors était net comme une lame. Fleur l'attendait attachée au poteau devant la mairie et se leva d'un bond quand elle vit le visage de Solène. Elles marchèrent jusqu'au silo sans s'arrêter. Le même soir, la restauratrice de Dia appela pour annuler sa commande. Elle avait appris qu'il y avait une mise en demeure sur le bâtiment. Elle ne voulait pas de complications avec un fournisseur qui risquait la fermeture. Elle dit que c'était dommage, que les herbes étaient vraiment bonnes. Solène dit qu'elle comprenait et raccrocha. Elle resta assise un long moment dans le silo, le dossier de la mairie posé à côté d'elle, Fleur couchée contre son flanc. Le poêle était éteint et l'air sentait le métal froid et la terre humide. Elle calcula. Sans la commande de Dia, elle n'avait plus que le marché du samedi qui ne suffisait pas. Avec l'arrêté, elle avait 60 jours. Elle regarda les gouttières au-dessus d'elle, les plants qui continuaient de pousser indifférents à tout le reste, verts et patiemment vivants. Elle pensa à la ferraille. Elle pensa au ferrailleur de Crest à qui elle avait refusé de parler quand il avait rôdé une fois autour du silo. Elle pensa qu'elle pouvait tout vendre maintenant, le métal, les outils, repartir. Recommencer ailleurs ou ne pas recommencer. Fleur posa sa tête sur ses genoux, lourde et tiède et réelle. Et Solène entendit, dans sa mémoire, la voix d'Agathe. « T'étais soldat pour de vrai? Tu sais tirer ?» Et la façon qu'avait eue la petite de hocher la tête comme si ça expliquait tout, comme si ça suffisait à dire ce qu'elle était. Elle décida de se battre. Pas avec ses poings. Avec ce qu'elle savait faire. Elle sortit le grand cahier de terrain et commença à écrire. Un dossier technique complet pour la préfecture de la Drôme. Plan de mise en conformité du silo selon les normes DTU 32 et Eurocode 3, calcul de résistance structurelle avec les relevés d'épaisseur de tôle qu'elle avait fait en septembre, note sur le système de drainage intérieur, protocole incendie, isolation acoustique. Elle dessina les plans à la règle et au compas, proprement, avec les cartouches et les légendes d'un bureau d'études. Elle écrivit la note de présentation en 2 pages, termes techniques précis, bibliographie normative. À la fin, elle signa « Solène Morel, ingénieure en génie civil, ancienne sergent du génie militaire ». Elle garda le titre. Il était vrai. La nuit du sauvetage arriva sans prévenir, comme arrivent les nuits à qui chance quelque chose. C'était une nuit d'été, une semaine après l'envoi du dossier à la préfecture. Chaud, humide, le genre de nuit où les pierres restituent la chaleur du jour et où l'on dort fenêtres ouvertes. Fleur dormait à même le sol du silo, les pattes tendues. À 1 heure du matin, elle se leva d'un seul mouvement, sans transition entre le sommeil et l'éveil, et se mit à aboyer vers la porte. Pas un aboiement d'alarme de rôdeur. Quelque chose d'autre. Solène se redressa. Fleur aboyait et grattait la porte. Elle l'ouvrit.
La chienne sortit en courant vers le nord, vers la parcelle de Hugo, et s'arrêta près de l'ancien puits condamné que Solène avait remarqué une fois, une margelle de pierre avec une planche en bois posée dessus, entre les ruines d'une grange. Elle aboyait vers le bas, vers la planche. Solène approcha, lampe frontale allumée. Elle déplaça la planche. La voix était très faible, montant du fond, mouillée et tremblante. « Il y a quelqu'un » Solène reconnut la voix d'Agathe. Elle cria vers la maison de Hugo en même temps qu'elle évaluait la situation. Le puits faisait environ 60 centimètres de diamètre. Margelle de pierre, parois de pierre sèche d'amendés de terre, profondeur inconnue. La corde de rappel était dans le silo. 30 mètres de corde statique, achetée pour les travaux en hauteur. Elle courut la chercher. Quand elle revint, Hugo était là en pyjama et chaussons, une torche à la main, les yeux de quelqu'un à qui on vient d'enlever 10 ans de vie. Il cria le nom de sa petite fille. La voix en bas répondit, plus forte maintenant qu'elle entendait son grand-père. Elle était tombée, elle voulait sortir, elle avait froid. Solène attacha la corde à l'anneau de métal de la margelle, tira dessus pour tester, et commença à descendre. La paroi était de pierre sèche et de terre durcie, humide par endroits. Elle descendit à la force des bras, les pieds en appui contre les parois, la lampe sur le front. À 6 mètres, elle trouva Agathe. La petite était debout sur une saillie naturelle de la roche, les 2 bras agrippés à une racine, trempée jusqu'à la taille par l'eau de fond, terrifiée et déterminée. « Je suis pas tombée loin, dit-elle. La planche, elle a bougé. » La paroi s'effritait par plaques dès qu'on appuyait fort. Solène évalua la situation en 2 secondes. Elle cala Agathe contre elle, dos à dos, passa les bras de la petite autour de son cou et noua ses jambes autour de sa taille avec le bout de corde. « Tu tiens fort. Tu fermes les yeux si tu veux, et tu ne lâches pas. » Agathe dit d'accord avec le sérieux d'une enfant qui a compris que ce n'était pas le moment de poser des questions. Solène commença à remonter. À 3 mètres du bas, sa main gauche trouva une zone de paroi qui céda sous la pression. Et pendant un 10e de seconde, tout glissa. La corde et le poids et l'équilibre. En haut, Fleur avait pris la corde entre ses dents et la tenait. Les pattes écartées, le corps bas, grondant sourdement. Hugo criait de tenir. La corde se stabilisa. Solène trouva un nouvel appui et reprit la montée, centimètre par centimètre. Ses épaules brûlaient. Ses genoux saignaient à travers le pantalon. Elle hissa Agathe par-dessus le bord. Hugo la prit immédiatement dans ses bras, enroulée dans sa veste. Solène sortit du puits après elle et s'assit sur la margelle, les mains tremblantes et les poumons en feu. Fleur vint se coller contre elle, encore la corde entre les dents, qu'elle laissa tomber maintenant que c'était terminé. Hugo tenait Agathe et regardait par-dessus sa tête. Il avait les yeux brillants d'un homme qui ne pleure pas d'habitude. Il ne parla pas pendant une longue minute. Puis il dit, à voix basse, sans détour, « Merci, Solène. » C'était la première fois qu'il disait son prénom. Le lendemain, la commune savait. Dans un hameau de 40 personnes, les nouvelles circulent ainsi par osmose, sans qu'on ait besoin de les raconter. Solène croisa 3 voisins dans la matinée. Une femme qui lui apporta un pot de confiture de mûre. Un homme qui lui serra la main sans parler. Une vieille dame aux yeux clairs qui dit seulement « On est content que vous soyez là ». Dans l'après-midi, une voiture de la mairie s'arrêta devant le silo. Lucien Drey descendit seul, sans assistant, sans dossier sous le bras. Il portait un vieux blouson de velours côtelé au lieu de son costume habituel. Il regarda le silo, regarda Solène, toussa dans son poing. Il dit qu'il avait entendu pour la petite. Il dit que c'était courageux. Il dit que l'arrêté était toujours en cours, qu'il ne pouvait pas l'annuler sans la réponse de la préfecture, mais qu'il allait regarder ce qu'il pouvait faire. Il prononça cette dernière phrase comme quelqu'un qui prend un engagement à contre-cœur, mais l'assume quand même. Il repartit. Le mur fissurerait. 3 semaines après la nuit du puits, Solène vit les véhicules militaires. Elle était sur l'échafaudage intérieur, à mi-hauteur, en train de vérifier les raccords du 5e niveau de gouttière, quand elle entendit le bruit des moteurs diesel sur la route en contrebas,
Elle descendit et sortit. Sur la départementale qui longeait les falaises, 4 VAB et 2 camions militaires passaient en convoi, plaque minéralogique de l'unité de Doussard. Elle les regarda défiler. Son sang se glace, cette expression qu'elle n'avait jamais comprise concrètement avant de la vivre. Quelque chose qui refroidit vraiment, qui part des épaules et descend dans les bras. Fleur était à ses côtés et grondait, bas et régulier, vers les véhicules. Le lendemain matin, 2 soldats en tenue de terrain accompagnèrent le commandant Faucher sur le chemin du silo. Il avait pris de l'âge depuis le tribunal, un peu plus gris aux tempes, mais la même façon d'occuper l'espace avec les épaules. Il regarda le silo avec le regard d'un homme qui inspecte quelque chose d'imprévu. Puis il regarda Solène. Il dit, avec le ton des officiers supérieurs, qui formulent une proposition comme un ordre. L'unité a besoin de bras. On a des postes techniques à remplir, du travail de bureautique, de la coordination. On pourrait régulariser ta situation administrative. On manque de bras, Morel, même les tiens. Il avait dit ça avec un sourire court qui voulait passer pour de l'humour. Il attendait. Solène dit non. Elle le dit sans explication, sans argument, sans colère dans la voix. Juste non. Faucher la regarda un moment. Puis il repartit avec ses 2 soldats. Le lendemain matin, les tuyaux d'irrigation du niveau bas étaient sectionnés. La pompe solaire était arrachée de son support, posée sur le sol, le câble sectionné net. Dans la boue devant le silo, des empreintes de Ranger, semelles crantées, taille 45. Aucune preuve formelle. Fleur grondait vers le bas du chemin, là où on apercevait entre les pins le toit d'un des camions militaires. Solène s'agenouilla devant le premier bac du niveau bas. Les plants de basilic du 2e semis commençaient à fléchir, les racines déjà à l'air sec, les feuilles qui perdaient mal leur tension. 2 semaines de travail. Elle regarda ses mains dans la boue. Elle sentit monter quelque chose qui n'était pas de la tristesse ni de la peur, mais quelque chose de plus dur, de plus dangereux pour elle-même. L'envie de tout casser, de finir le travail qu'ils avaient à commencer, de démolir ce qui restait debout pour qu'il n'y ait plus rien à défendre. Fleur grondait toujours. Puis elle s'arrêta, oreille dressée vers le chemin. Hugo arrivait. Avec ses 2 bras, une bassine en plastique bleu remplie d'eau du ruisseau. Derrière lui, Agathe, avec un seau qu'elle portait à 2 mains et qui débordait à chaque pas. Derrière Agathe, 3 autres personnes de la commune. Une femme avec une bonbonne de 20 litres, 2 hommes avec des arrosoirs de jardin. Ils arrosèrent à la main. Le temps que Solène répare les tuyaux sectionnés, remonte la pompe et reconnecte le câble avec des fils de jonction achetés à l'épicerie de Sainte-Roche. Ils avaient fait 4 allers-retours chacun jusqu'au ruisseau. Personne ne demandait d'explication. Hugo regardait la zone sabotée et ne dit rien sur l'origine des dégâts. Agathe versait son seau avec la concentration absolue d'une enfant qui a décidé que ce travail était le plus important du monde. En fin d'après-midi, le système fonctionnait à nouveau. Les plans du niveau bas avaient moins survécu. Le silo tenait. Ce soir-là, assise à la table basse du silo avec l'ordinateur portable qu'elle avait acheté d'occasion à Valence, Solène écrivit un mail. 200 mots, pas plus. Destinataire, Direction de l'ingénierie militaire, département innovation, ministère des Armées. Objet, système autonome de production alimentaire verticale en conditions réelles. Elle joignit le dossier technique complet du silo, les relevés de performance hydraulique sur 3 mois, les photos du système en fonctionnement, les données de rendement par niveau, et elle écrivit à la dernière ligne une phrase unique, sans ponctuation autre que le point final. Système autonome opérationnel en conditions réelles, développé en dehors du service actif par l'ex-sergent Morel. Elle envoya. Elle éteignit l'ordinateur. Elle alla dormir. Un mois plus tard, une voiture officielle grise s'arrêta devant le silo. C'était un mardi de novembre, le ciel du Vercors bas et blanc, les premières neiges sur les crêtes. Solène revenait du ruisseau avec un seau quand elle vit la plaque. Un homme descendit, la cinquantaine, uniforme de l'arme du génie, 3 gallons de capitaine. Il se présenta sans raideur. Capitaine Verrier, inspecteur du corps de l'ingénierie militaire. Il dit qu'il avait lu son dossier. Il dit qu'il voulait voir le silo. Il visita avec le sérieux d'un professionnel qui regarde une chose inconnue et veut la comprendre avant d'en parler.
Il monta chaque niveau sur l'échafaudage intérieur, examina les fixations des gouttières, le circuit hydraulique, la pompe et ses connexions. Les panneaux solaires sur le toit refait. Il prit des photos avec un appareil réflexe. Il nota des mesures dans un carnet. Il ne dit rien pendant 1 heure et demie. Fleur le suivait à distance prudente, sans gronder. Quand ils ressortirent, Verrier resta debout devant le silo et regarda la façade, le panneau de Brémond 1962 en haut. Le nouveau panneau que Solène avait peint à la main 2 semaines plus tôt en dessous. Il dit « Le rapport que je vais rédiger n'a pas encore de titre, mais son contenu tiendra en une phrase. Innovation applicable aux bases avancées en zones arides et semi-arides, autonomie alimentaire partielle possible sans infrastructure lourde. » Il dit ensuite, après un silence, « L'enquête interne a rouvert votre dossier. Les preuves présentées au tribunal par le commandant Fauchère ont été examinées à nouveau. Des incohérences ont été relevées. » Il choisissait ses mots avec soin, à la façon d'un homme habitué à dire des choses importantes sans les dramatiser. Le commandant a reçu un blâme officiel. Il est muté vers un poste administratif à Toulon. Votre grade de sergent vous est restitué sur les registres. Il ajouta, sans que sa voix change, « Vous n'avez pas à retourner au service si vous ne le souhaitez pas. C'est une réhabilitation, pas une obligation. » Solène écouta. Elle ne dit rien pendant que Verrier parlait. Elle regarda la façade du silo, le métal rouillé que le soleil de novembre éclairait à ras, les cerclages et les câbles d'ancrage et le panneau peint à la main. Elle hocha la tête une fois en signe de compréhension. Elle dit merci d'une voix posée. Verrier dit que c'était lui, prit congé et repartit sur le chemin de terre. Elle resta debout un moment seule, Fleur à ses pieds. Le vent du Vercors travaillait dans les pins sur la crête. Elle n'avait pas besoin de s'asseoir pour laisser la chose prendre sa place. Elle la laissa prendre sa place debout, dans l'air froid, les pieds dans la boue du chemin. 2 jours après, l'escadron de Doussard quitta le Vercors. Le convoi redescendait par la route en contrebas, les mêmes VAB et camions qu'à l'aller. Solène était dehors, en train d'ajuster l'inclinaison d'un panneau solaire sur le toit du silo. Elle pouvait voir la route depuis là-haut. Les véhicules passèrent un par un. Dans le dernier camion, à la bâche relevée côté montagne, elle reconnut le profil de Nadia Kessler, assise sur le banc de métal, les mains sur les genoux. Nadia tournait la tête vers le silo. De là où elle était, on ne pouvait pas ne pas voir la tour de métal rouillée avec ses câbles et son panneau. Leurs regards se croisèrent, ce genre de croisement qui dure 2 secondes et ne laisse aucun doute sur sa réalité. Nadia regarda. Puis elle détourna les yeux en premier et regarda en face d'elle vers le fond du camion. Solène retourna à son panneau solaire. Elle régla l'angle d'1 degré et serra le boulon. Elle n'avait rien à dire à Nadia, ni dans ce moment, ni plus tard. Ce n'était pas de la rancune. C'était autre chose, plus calme que ça, plus définitif. Elle n'avait plus besoin de leur validation pour savoir ce qu'elle valait. La chose s'était faite sans qu'elle le décide, pendant les nuits à calculer des charges, pendant les matins à planter les graines, pendant la nuit dans le puits et les allers-retours au ruisseau avec les seaux. Elle le savait. C'était suffisant. Le crépuscule vint tôt, comme tous les soirs de novembre dans le Vercors, le ciel qui passait du bleu pâle à l'orange profond en moins d'une demi-heure, les falaises qui devenaient noires, les pins qui disparaissaient dans la masse sombre de la montagne. Solène descendit du toit et s'assit sur le banc de bois que Hugo avait installé devant l'entrée du silo il y a 1 mois, sans rien dire. Un matin où il avait du bois en trop. Fleur vint s'étendre à ses pieds, le menton sur les pattes croisées. De la ferme Bertin arrivaient 2 silhouettes. Hugo, sa pipe au coin des lèvres, marchait à son rythme de vieux paysan qui n'a jamais eu de raison de se dépêcher. À côté de lui, Agathe courait par petites séquences et revenait, courait encore, comme font les enfants qui ne supportent pas la ligne droite. Elle disparut derrière le silo, réapparut de l'autre côté, rit de quelque chose qu'elle avait vu dans les hautes herbes, courut vers les plants qui s'étiraient maintenant, jusqu'au bac extérieur récemment installé. Hugo s'arrêta contre la clôture basse et alluma sa pipe sans se presser. Il ne dit rien. Il regardait le silo comme on regarde quelque chose qui appartient au paysage depuis longtemps. Au-dessus de l'entrée, le panneau de la coopérative de 1962 brillait encore un peu dans les derniers rayons.
En dessous, le nouveau panneau, peint à la main 2 semaines plus tôt, avec de la peinture émaillée achetée à 10, lettres noires soigneuses sur fond blanc. L'atelier du silo. Solène Morel, ingénieure. Elle posa la main sur la tête de Fleur et regarda la montagne. L'air sentait le pin, la terre froide, et très légèrement, depuis les gouttières intérieures encore ouvertes, le basilic. Elle était chez elle,